Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo autour de Koh-Lanta, le totem maudit, donc l'épisode 3 que je viens tout juste, enfin quasiment, parce que j'ai eu un cours entre deux puis j'ai mangé, mais voilà, globalement j'ai rattrapé l'épisode ce matin parce qu'hier soir je pouvais pas regarder l'épisode. Voilà, parce que normalement l'épisode devrait bien sortir aujourd'hui le mercredi comme c'est prévu normalement à chaque fois. Puisque bon, normalement j'aurai du temps de le mettre en ligne. Du coup, un épisode qui était plutôt sympathique. J'ai bien aimé l'épisode, j'ai bien aimé les épreuves, j'ai plutôt bien aimé la stratégie, même si c'était pas oufissime non plus, quoi. On n'a pas vu énormément de choses incroyables. Et il y a toujours ce problème, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, j'en ai parlé sur la vidéo autour de Pékin Express, donc l'épisode 4 je crois, c'est que j'arrive pas à... Alors j'arrive à m'investir dans l'épisode, je veux dire quand je regarde je passe du très bon temps et tout, je m'ennuie pas, c'est très très bien. Mais j'arrive pas à m'investir auprès des candidats. Je veux dire, habituellement, tu vois, j'ai toujours un préféré assez rapidement. En général, vers l'épisode 2 ou 3, j'ai déjà un préféré. Bon, les All-Stars, ça compte pas, parce que forcément, on ramène plein de gens qu'on a adorés. Mais je me souviens que... Enfin, après, le problème, c'est que les dernières saisons, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on s'y perd, je trouve. Mais je me souviens d'une saison il y a quelques années où assez rapidement j'avais adoré André et Tiffany, donc la saison est gagnée par André. La saison de Clémentine, elle était géniale parce qu'il y avait Clémentine qui était géniale, il y avait Sébastien le Normand qui était génial, il y avait Claire qui était géniale, je crois que c'est Vincent le rugbyman qui était génial, il y avait Mathilde que j'aimais beaucoup cette année-là. Pareil, ce sont des aventuriers que j'ai aimé assez rapidement. Il y a eu quoi d'autre? Les Quatre Terres, j'avais très rapidement apprécié Dorian et Brice. J'avais beaucoup aimé Alexandra, même si elle était un peu chiante à tout le temps se plaindre, mais j'avais quand même pas mal aimé Alexandra. Voilà, Alix, j'avais plutôt bien aimé, Laurent aussi. Après on a eu quoi? L'île des héros. L'île des héros, je suis pas sûr d'avoir eu vraiment un aventurier qui ressortait plus que ça, mais en même temps il y avait Claude, il y avait Théoura, il y avait pas mal de légendes, enfin quelques légendes et tout, donc ça aidait pas forcément à se faire un avis sur les nouveaux, je trouve. Et après, qu'est-ce qu'on a eu encore récemment? On est quand même pas passé de l'île des héros au All-Star, il y a bien eu quelque chose entre deux. Bon, je me souviens plus de ce qu'il y a eu entre l'île des héros et la saison là. Après je vais pas remonter encore plus loin et tout, mais globalement quand je regarde Koh-Lanta, comme je disais, à partir de l'épisode 2, 3, parce que le premier c'est... Enfin, ceux qui ont déjà un préféré dès le premier, alors c'est sûrement des gens qui ont regardé les portraits ou des choses comme ça, qui sont déjà attachés à quelqu'un, ou parce qu'il y a quelqu'un de la région, comme moi je crois que c'est Jean-Philippe. Je crois que c'est Jean-Philippe, ouais, qui vient de Rouen ou du... Non, pas de Rouen, de Dieppe, un truc comme ça, donc qui est dans la Haute-Normandie. Bon, moi je suis dans la Basse-Normandie, mais ça reste la même région, donc voilà. Et quand c'est comme ça, souvent on a toujours un petit attachement à quelqu'un d'autre région. Et même là, je vous avoue que c'est peut-être la première fois où le Normand... je veux dire, d'un côté, forcément, en tant que quelqu'un de la région, j'aimerais bien qu'il aille loin. Mais en même temps, je suis pas à fond derrière lui, comme j'ai été à fond derrière Sébastien qui est peut-être le Normand que j'ai le plus soutenu, tellement il était incroyable en 2017. J'ai adoré Dorian, il y a eu qui d'autre? Il y a Romuald, mais ça Romuald c'était il y a très longtemps. Je suis en train d'en chercher d'autres, mais juste les noms de ceux qui m'ont le plus marqué. Mais voilà, en général, ceux du coin, on a souvent plus tendance à les soutenir. Et moi, honnêtement, les portraits, je les regarde jamais à l'avance. Il n'y a que là, cette année, j'ai fait une petite vidéo avec plutôt des petites descriptions de chacun des aventuriers qui avaient été publiées par TF1. Donc je pense que c'était des petites descriptions qui devaient sûrement accompagner les portraits. Mais moi, je les regarde jamais, même s'il y en a qui sont très touchants. J'en ai vu pas mal, du coup, avec les 3 épisodes qui sont bien, mais bon. Mais bon, voilà. Mais... Du coup, je ne sais pas ce qui se passe avec cette saison, je ne sais pas si c'est le format, la façon que c'est filmé ou quoi que ce soit, mais j'avoue que je n'ai
j'arrive pas à avoir d'attachement envers les aventuriers. Il y a peut-être Luana qui se démarque un petit peu parce qu'elle est quand même très douée en sport. Après, elle a quand même une franchise et tout que j'aime bien. On va dire elle a beaucoup de caractère et tout. Je pense que s'il pouvait y avoir des problèmes sur le camp, elle pourrait très vite péter les plombs. Et moi, j'aime bien les gens qui pètent les plombs. Enfin voilà, Clémentine est peut-être mon aventurière préférée. Donc voilà, vous savez à quoi s'attendre chez les gens, ce que j'aime bien. Alors j'aime bien aussi les forces tranquilles comme Claude ou Théora, mais j'aime bien aussi ceux qui sont un peu plus francs et qui peuvent facilement péter les plombs. Ça veut pas dire que ce sont des gens mauvais, c'est juste des gens sanguins, donc voilà. Et ces gens-là, j'aime bien aussi, quoi. Il y a que les gens un peu en retrait là, qui restent cachés derrière les autres, comme Clémence l'a fait pendant au moins 2 ou 3 saisons, surtout toutes celles qu'elle a fait, que ce genre de comportement sont pas ceux que j'aime le plus à Koh-Lanta. Après, les gens ils adorent parce qu'effectivement, comme t'es tout le temps caché derrière les autres, ben bon, on peut rien te reprocher puisque tu fais rien. Bref, mais au moins, si Clémence ne refait pas de Koh-Lanta, au moins sur sa dernière saison, elle a vraiment été très active et au moins elle s'est bien rattrapée. Pour moi, elle s'est très bien rattrapée sur sa dernière saison. Bref, tout ça pour dire que cette année, j'ai l'impression qu'au niveau du montage, on essaye de montrer un peu tout le monde. Et en fait, on veut tellement montrer tout le monde dès le début, qu'en fait, on ne voit quasiment personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme vous voyez, les épreuves, elles prennent beaucoup de temps. D'espace également et au final là, tout ce qui est un peu survie prend beaucoup de place aussi et en final la partie qui va servir à découvrir les aventuriers en fait est assez maigre parce qu'en survie on les voit faire la cabane, genre faire la cabane ça aide pas vraiment à découvrir les aventuriers, on les voit faire le feu ça aide pas forcément à découvrir les aventuriers, donc au final on a beaucoup d'images parce que les épisodes durent à peu près 1h30 chacun. Enfin, 1h30 sans les pubs, voilà. Mais du coup, ça dure à peu près 1h30 chacun. Et au final, moi honnêtement, c'est l'impression que j'ai de n'avoir découvert personne. J'ai l'impression de ne connaître aucun aventurier, de pas trop savoir. Il y en a même, je les vois, je connais leur tête, je me dis, ok, lui on l'a peut-être vu 2-3 minutes dans l'épisode d'avant, je sais même pas son nom. Alors que dans d'autres saisons, même sans héros, sans All-Star, très rapidement, je reconnaissais les noms et tout. Il y en avait toujours 2-3 qu'on voyait pas beaucoup, comme Flavio ou Ava dans leur saison, qu'on voyait quasiment pas. Et du coup, c'est un peu normal que ça mette du temps à les voir. Mais à part ça, assez rapidement, j'arrivais à me faire aux aventuriers collages, j'arrivais vraiment pas à m'y faire. Et pour moi, c'est quand même assez problématique de ne pas réussir à s'y faire au personnage. J'ai l'impression que là, ils n'arrivent pas à construire. Alors, je sais pas si c'est dû aux anciennes polémiques, où avant, ils étaient là en train de construire les gens qu'il faut détester, les gens qu'il faut aimer, machin et tout. Avec les polémiques, les machins, sachant que là il y a eu une nouvelle polémique auquel moi j'en ai un peu rien à faire parce que ça nous regarde pas, en plus apparemment c'est un truc qui n'a pas encore été jugé ou qui est en jugement, mais comme quoi un des aventuriers qui est pompier serait accusé d'homicide involontaire et tout pendant une mission ou je sais pas quoi, et du coup c'est un truc qui est en jugement, donc nous on n'a rien à faire avec ça parce qu'apparemment il y a des gens sur internet qui gueulent à cause de ça, mais la production elle pouvait pas le savoir. Nous en soi on n'est pas des juges, hein, on n'est pas là pour juger de s'il doit être là, s'il doit pas être là, hein, il y a un tribunal qui fera ça. Mais voilà, c'est assez compliqué, surtout qu'en plus l'homicide involontaire il a très bien pu être fait après le tournage de Koh-Lanta et pas avant, quoi. Enfin bref, c'est un cas assez particulier, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pas de chance en ce moment, la production de Koh-Lanta. Mais voilà, et du coup j'ai l'impression qu'ils veulent tellement pas trop construire les gens comme ils faisaient avant avec le méchant, les gentils qui doivent survivre, machin, que au final tout est un peu fade et on ne met pas de personne vraiment en avant. Voilà, donc si encore aujourd'hui il y a des gens qui se plaignent d'Alexandra dans cette saison, je sais pas comment ils font parce qu'on l'a quasiment pas vu de l'épisode, hein. Et vraiment les gens, dites-moi dans les commentaires, je sais que je passe beaucoup de temps là-dessus, mais vraiment c'est un truc qui me perturbe, et vraiment dites-moi comment vous ressentez cette saison,
comment vous ressentez les aventuriers, mais moi j'ai l'impression qu'on les voit pas et pourtant ils sont tout le temps là pendant 1 heure et demie, mais on veut tellement nous montrer un peu tout le monde que j'ai l'impression que on s'y perd et on découvre personne au final. Voilà, alors moi voilà, je vais arrêter là-dessus. J'ai quand même passé beaucoup de temps à en parler, mais vraiment c'est voilà, quelque chose qui me tenait à cœur d'en parler parce que ça me perturbe dans cette saison de ne pas m'attacher au candidat. Voilà, même au conseil, de pas être stressé, de juste là, bon, voilà, il y a quelqu'un qui va partir, c'est dommage pour lui, mais ou elle, parce que dans le cas là, c'est une fille qui est partie, mais j'ai pas de rien de plus quoi. Moi j'aime bien les conseils où je suis stressé, quand ça se joue avec des gens que j'aime bien et tout ça, mais là il y a personne malheureusement qui se sort un peu plus pour moi. Bref, du coup l'épisode on commence. Alors d'abord, un petit truc, bon je l'ai pas noté, mais globalement au début de l'épisode, t'as les violets qui sont en mode bon on a bien fait d'éliminer Mathéo, on préfère garder quelqu'un qui met de la bonne humeur et tout ça, même si elle est un peu moins forte sur les épreuves que quelqu'un de fort, mais qui va donner de la mauvaise ambiance sur le camp, même si en soi il était pas chiant, mais il était très défaitiste et tout, ce qui peut du coup s'étendre sur ses coéquipiers. Et voilà. Ensuite, on a l'épreuve de confort. Alors, l'épreuve de confort qui est une épreuve individuelle. Alors, je déteste un peu quand ils font ça. Et après, en plus, quand t'es en truc individuel, du coup, t'as une épreuve par équipe. Ça n'a pas de sens des fois ce qu'ils font à Koh-Lanta. Mais enfin, bref. Du coup, le perdant reçoit un bracelet d'immunité qui peut se cumuler dans le cas où Yannick ou Pauline recevraient le bracelet. Ce qui veut dire que si l'un des deux perd, tu seras avec 2 bracelets, donc 2 bracelets égale 2 voix contre toi au conseil quand tu y vas. Et par contre, une chose qui n'a pas été précisée, parce que on peut, du coup, quand tu es éliminé, tu donnes ton bracelet. Mais là, dans le cas où le perdant en a 2, est-ce qu'il peut en donner un à une personne et l'autre à quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il est obligé de donner les 2 ensemble? Ça n'a pas été précisé, je pense que ce sera précisé dans le cas où les jaunes iront au conseil, mais j'avoue que là ils ont pas trop expliqué, c'est juste voilà, si tu le prends, enfin si tu perds, t'as le machin, si c'est quelqu'un qui a déjà, voilà, ça fait 2 voix, et voilà. Mais du coup si j'explique ça, vous vous doutez bien que c'est Yannick ou Pauline qui a reçu ce fameux bracelet. Du coup, l'épreuve c'est d'être debout sur, alors ils disent une poutre, sauf que c'est pas vraiment une poutre, c'est un peu une sorte de brique allongée quoi. Et en fait, ils sont les mains comme ça, les bras tendus et avec des pics posés comme ça en l'air, tenus par une corde. Et du coup, ils doivent rester comme ça le plus longtemps possible avec le poids du bois, mais qui n'a pas l'air non plus très très lourd. Parce que les mouvements peuvent rapidement tout faire capoter. Du coup, j'ai juste noté que Yannick va perdre, il va être le premier à lâcher, et puis t'en as au moins 3-4 après qui ont lâché directement, parce que t'en as plein, ils se retenaient juste en attendant, allez vas-y, il faut que quelqu'un lâche, et du coup c'est Yannick qui a lâché en premier, du coup qui, comme je disais, va avoir un 2e bracelet. Donc, pour l'instant, c'est juste que s'il va au conseil, il a 2 voix contre lui. Mais après, s'il se fait éliminer, est-ce qu'il doit donner les 2 voix, enfin les 2 bracelets à la même personne, ou est-ce qu'il peut les séparer? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Et après, il y en a qui disaient, oui, est-ce que Yannick pourrait être éliminé à un prochain conseil? Honnêtement, je ne pense pas maintenant. Je pense que Yannick, c'est quelqu'un qui va rester jusqu'à la réunification. J'en suis quasiment sûr. Surtout dans l'équipe jaune, c'est peut-être un des rares membre à être bien costaud, en plus il est grand, il a l'air fort et tout, malgré ses mauvaises performances depuis le début, mais c'est quelqu'un voilà, qui en plus a de la niaque et tout ça, donc je pense que c'est quelqu'un qui va être gardé jusqu'à la réunification. Par contre, je pense qu'au conseil de la réunification, je pense que beaucoup de stratégies vont se faire autour du fait qu'il ait 2 bracelets. Donc on en reparlera à ce moment-là, de si j'ai bon ou si j'ai pas bon. Ça se trouve la semaine prochaine il va se faire éliminer. Mais en tout cas moi je vois les choses comme ça. Si j'étais à Koh-Lanta, un gars comme ça, je le garderais en attendant. Surtout qu'avec 2 bracelets, j'aurais pas envie de me les taper juste après. Et puis je pense que après, une fois que tu arrives au moment de la réunification, tu te dis le mec c'est un grand gaillard, sur des épreuves seules comme les parcours du combattant ou des trucs, il peut facilement te mettre une raclée, donc là hop t'en profites, il a déjà 2 voix contre lui, tu l'élimines et puis voilà. Donc moi je pense que c'est comme ça que je jouerai le jeu,
on verra comment les aventuriers de cette saison vont faire. Bref. Les gagnantes, du coup, sont Anne-Sophie qui finit deuxième et Louana qui fait une très belle performance, comme Anne-Sophie, hein, puisqu'au final elles tiennent le même temps, sauf qu'il y en a une qui a gagné et l'autre qui a perdu. Et du coup, elles ont tenu 34 minutes de cette manière-là, donc vraiment bien joué à elles. Et bien joué à Géraldine qui a fini troisième, qui a tenu 30 minutes aussi, je crois, un truc comme ça, donc qui a lâché, mais pas longtemps avant la fin de l'épreuve. Ensuite, du coup, l'avantage, c'est que si tu gagnais ça, tu reformais les équipes, donc rouge et jaune. On en avait déjà parlé dans d'anciennes vidéos, et c'est ce que j'avais dit. Si on retourne à 2, il y a de très grandes chances qu'on retourne en rouge et jaune. C'est ce qui s'était passé au moment des 4 terres. Il y avait eu 4 équipes, il y avait orange, vert, violet, bleu, enfin je sais plus le relais. Parce que l'ouest, c'est sûr, c'était orange, il y avait du vert. Il y avait du violet et une équipe, je sais plus de quelle couleur elle était, mais je pense que ça devait être bleu. Et ensuite, quand ils ont réuni tout le monde, on était retourné en rouge et jaune. Donc là, c'était à peu près sûr qu'ils fassent pareil. Après, ils auraient pu faire comme en 2017, où en 2017, on avait les rouges, jaunes et bleus. Et quand ils ont reformé les équipes, en fait, ils ont juste gardé les couleurs des 2 équipes qui avaient gagné l'épreuve. Donc il y avait les bleus et les rouges, ou les bleus et les jaunes. Et du coup, vraiment, une des couleurs mythiques de Koh-Lanta avait disparu jusqu'à la fin de l'épreuve, enfin de l'aventure. Donc ils auraient très bien pu refaire comme ça, mais là, comme le rouge et le jaune avait disparu, on se doutait un petit peu qu'ils allaient les remettre au moment de reformer les équipes. Du coup, j'ai juste mis que Louana du coup devient la chef des rouges, que chez les ex-bleus, elle a choisi Maxime, Samira, Fouzi et Géraldine. Chez les ex-verts, elle a pris François, Jean-Philippe et Pauline. Et chez les ex-violets, elle a pris Ambre, qui est également une ex-vert de base, qui la semaine dernière avait été pris chez les violets. Et il y a eu un gros débat sur est-ce qu'il faut prendre Jean-Charles ou Yannick. Et le choix était assez compliqué parce que Yannick, comme on dit, ils peuvent apporter beaucoup vu que sa carrure et tout ça, sauf que comme, je ne sais plus qui dit ça, mais effectivement, Yannick n'a pas fait de performance de fou depuis le début. Quand on regarde première épreuve, dans les premières épreuves, il perd totalement, il se prend le bracelet maudit dès le début de l'aventure, donc il commence sur une mauvaise performance. Ensuite, l'immunité, c'était le truc, fallait rattraper avec les cordes, là, les petits totems. Son équipe finit deuxième, donc au conseil, donc pas une grosse performance. Alors, ce n'est pas lié qu'à lui, hein, mais il est dans l'équipe et voilà, c'est pas une grosse performance. Ensuite, la semaine dernière, l'épreuve d'immunité, enfin l'épreuve de confort, c'était quoi? C'était quoi l'épreuve de confort de la semaine dernière? Les gagnants reçoivent une personne du local. Hein. Ok, donc ils ont remporté l'épreuve de confort la semaine dernière. Et ensuite, épreuve d'immunité, ils se font défoncer et ils vont au conseil. Donc, on est quand même, dans son cas, sur un ratio de 3 défaites et 1 victoire, dont l'épreuve entre semi-solo équipe, voilà, qu'il a perdu. La seule qu'il a gagnée, c'était en équipe. Donc voilà, son ratio, on va dire qu'il n'est pas terrible. Et c'est vrai que les gens, du coup, ils remettent ça en cause. C'est que pour l'instant, il a beau être hyper costaud, de bien parler et tout, en mode ouais, nous on est là, on est fort. Mais en attendant, les résultats, ils sont pas vraiment là. Donc déjà, ça a joué sur la balance. Pourtant Jean-Charles c'est un peu le même cas puisqu'il est dans la même équipe. Bon, lui il n'a pas le deuxième problème qu'il y a, c'est le bracelet noir, puisque le problème c'est que dans leur équipe ils ont déjà choisi Pauline, sauf que Pauline a un bracelet et en fait Louana et son équipe ne voulaient pas d'avoir un deuxième bracelet, enfin même 3 bracelets, puisque Yannick en a 2, et ce qui faisait peur, c'est que dans le cas où s'il perdait, il pouvait perdre, quelqu'un récupérait les 2 bracelets, ce qui mettait automatiquement la personne en danger, et puis ainsi de suite. Du coup, ils se sont dit qu'au moins avec Pauline, qui a qu'un seul bracelet, on est plutôt tranquille, mais avoir quelqu'un qui en a 2, ça peut très vite être le gros bordel, ça peut très vite être une cible et tout ça, et eux, ils voulaient clairement pas ça, et du coup, ils n'ont pas pris Yannick. Voilà.
Du coup, Anne-Sophie, qui est du coup la chef des jaunes, elle a choisi Colin, Olga, Alexandra et Benjamin, qui sont des ex-bleus, Nicolas et Seta, qui sont des ex-verts, sauf Seta qui, voilà, comme je disais, avec Ambre, on avait permuté d'équipe, donc techniquement une ex-violette. Et ensuite, chez le reste des ex-violets, elle a choisi Bastien, Yannick et Stéphanie. Les rouges, comme j'ai mis, ils sont avantagés plutôt physiquement, ils ont l'air très forts et tout, tandis que les jaunes, bah eux, ils ont plus ou moins récupéré tous les trucs utiles pour le camp, quoi. Je crois que c'est quand Nicolas il est choisi, il arrive avec l'ANAS et l'arc, Stéphanie il arrive avec le truc pour faire le feu, et les rouges ils ont que dalle, et du coup Denis va quand même leur donner le truc pour faire le feu, pour rééquilibrer les équipes, et notamment les rouges, grâce à la victoire de Luana, vont gagner 1,5 kg de riz, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas entendu quand il l'a dit. Et Anne-Sophie, elle a fait gagner 750 grammes de riz. Donc normalement c'est bien ça, et comme j'ai entendu qu'elle avait 2 fois moins, bah voilà, tu fais le calcul, normalement ça fait bien 1,5 kg. Oui, ça fait bien 1,5 kg. Et puis voilà. Ensuite, on remarque rapidement que chez les rouges, on n'a pas encore fait l'épreuve d'immunité, qu'il y a déjà une division dans l'équipe. C'est effectivement, on remarque qu'il y a 5 ex-verts et seulement 4 ex-rouges plus un ex-violet. Même si techniquement Ambre elle est un peu spéciale parce qu'elle est à la fois ex-violet, ex-vert. Voilà. Donc ça commence à se poser des questions, les bleus se sentent pas trop à l'aise avec une majorité d'anciens verts. Donc c'est assez étonnant que l'équipe, au lieu de créer une cohésion, commence déjà à se dire ouais je me méfie de machin et tout, alors que l'épreuve n'a pas encore, ils n'ont pas encore commencé leur aventure par équipe, que l'épreuve d'immunité n'est pas encore passée, donc ils n'ont aucune idée de s'ils vont aller au conseil ou pas. Et voilà. En tout cas, ils vont arriver à faire le feu, contrairement aux jaunes qui eux vont réussir à le faire, mais beaucoup plus tard, dans le temps quoi, de l'épisode. Et ils vont faire une bourde parce qu'ils vont mettre du bambou pour maintenir la casserole, enfin la marmite. Sauf que le bambou, à force d'être brûlé, il va casser. Du coup, la marmite va se vider dans le feu. Bon, au final, ils vont réussir à rallumer le feu, ils vont se dire cette fois on met du bois, parce que le temps que le bois se consume, ça devrait suffire à maintenir la marmite. Ensuite, on a une épreuve d'immunité qui est un classique de Koh-Lanta, contrairement à l'épreuve de confort qui était une toute nouvelle épreuve. Et ce classique, c'est l'épreuve des bambous. Donc, l'épreuve des bambous, qu'est-ce que je raconte, l'épreuve des flambeaux. J'étais resté sur les bambous qu'ils ont cassés. L'épreuve des flambeaux, c'est simple, t'as un porte-feu, tu fais ton parcours, t'as plein de petits trucs à passer, enfin d'étapes à passer, tu récupères le feu, tu fais demi-tour, tu repasses tous les trucs, et ensuite tu allumes ils appellent ça une allumette géante, ensuite tu la fais monter, et puis après hop, tu vas dans la vase, et une fois que t'as allumé le feu, t'as gagné. Donc c'est toujours... c'est assez bien, c'est qu'à chaque fois ils changent quand même plus ou moins le parcours, même si ça reste toujours le même principe dans le jeu quoi. Et du coup, on a Stéphanie qui ne participe pas à l'épreuve sous décision médicale, mais on n'a aucune idée de pourquoi. On nous dit juste voilà, le médecin a dit qu'elle pouvait pas faire l'épreuve, donc on se doute bien que c'est pas très très grave, mais on n'a aucune idée de pourquoi, comment. À aucun moment on nous a montré qu'elle était en fatigue ou quoi que ce soit, donc c'est un peu bizarre. Juste noter que le porte-feu, une fois qu'ils ont le feu, fait 100 kg, donc je sais pas combien il fait 100, mais en tout cas ça a l'air quand même très lourd. On va remarquer au début que les rouges vont prendre une grosse avance, notamment en marchant sur le bambou. Donc vous savez, il y a ce moment où il y a plein de bambous en quadrillage, et puis normalement les gens ils passent une jambe à travers l'autre et tout. C'est vrai qu'en plus là ils sont 9 par équipe, puisque il y a une fille dans chaque équipe qui ne participe pas. Mais du coup ils sont tous là en train de marcher d'un truc à l'autre pour les jaunes, alors que les rouges ils sont clairement dit allez on va marcher sur les bambous. Alors apparemment c'est pas interdit, moi j'aurais jamais eu l'idée honnêtement de marcher sur le bambou au lieu de passer à travers comme les autres le font, enfin comme tout le monde le fait habituellement.
mais effectivement ça leur a fait gagner beaucoup de temps, et même tu as toujours une épreuve, enfin une étape où tu dois faire passer le truc à bout de bras, tu sais, t'as deux sortes de palissades comme ça avec des... Quand même, tu peux mettre tes bras et puis tu dois juste le faire passer, et puis hop, le faire passer comme ça, après toi tu bouges. Et là, même là-dessus, les rouges ont été beaucoup plus efficaces que les jaunes, parce que les jaunes ont fait tomber à plusieurs reprises leur porte-feu à cet endroit-là. Et après, du coup, c'est sur le moment de l'allumette, où en fait les rouges ont perdu toute leur avance, puisqu'ils vont allumer le feu en premier, tout ça, ils vont allumer l'allumette en premier et tout. Sauf que, en fait, pour monter, il y a 2 ou 3 petites cordes, je crois qu'il y en a au moins 3, et en fait, il faut les brûler pour continuer à monter. Sauf qu'ils ne vont pas faire attention que, en fait, ils ne sont pas au niveau de la corde. En fait, je crois qu'ils sont soit trop avancés ou pas assez avancés, mais en fait, la corde, enfin, le feu ne fait absolument rien à la corde. Et en fait, ils vont mettre beaucoup de temps à s'en rendre compte. Sauf que ben c'était trop tard, les jaunes avaient repris de l'avance et ont pu allumer la vase. Ce qui du coup a fait que les jaunes qu'on voyait perdre tellement ils avaient de retard, enfin ils n'en avaient pas non plus énormément, mais par rapport à l'avance des jaunes qui étaient déjà sur le truc final, honnêtement si les jaunes ne faisaient pas cette erreur de ne pas faire attention comment était placée l'allumette par rapport à la corde, les rouges le gagnaient tranquillement, et puis il n'y avait pas du tout match. Que là au moins il y a une petite remontada et puis victoire des jaunes. Donc c'était plutôt une épreuve plutôt sympathique. Ça aurait été moins agréable, je pense, si les rouges avaient gagné. Pas que je n'aime pas les rouges, mais c'est juste que ça aurait été une victoire sans suspense, et voilà. Du coup, ensuite on arrive sur le camp, parce que les rouges vont devoir aller au conseil le lendemain. Du coup, on a Louana qui veut ramener Jean-Charles avec les ex-verts, puisque Pauline est en danger à cause de son bracelet. Puisqu'effectivement, alors là je me dis, il y a quand même une chose auquel ils n'ont pas réfléchi. Bon, après c'est vrai que Jean-Charles peut beaucoup peser dans la balance, mais imaginons que Jean-Charles, comme ils disent, il est à moitié neutre, voilà, lui il est ex-violet, il a rien à voir avec les bleus ou les verts qui sont prêts à se taper dessus. Bien sûr, c'est une image, hein. Mais c'est vrai que les ex-verts, ils sont 5 pour voter contre un bleu, les ex-bleus, ils sont 4 pour voter contre un ex-vert, une ex-vert, du coup, qui a ce fameux bracelet, donc ça ferait 5-5. Effectivement, Jean-Charles est celui qui va décider du résultat final. Sauf que je pense que Jean-Charles aurait tout aussi bien pu voter à côté, genre faire une Loïc. Voilà, hein, les gens qui surkiffent Loïc, je ne comprends toujours pas comment on peut surkiffer un gars qui n'a toujours pas compris que c'est un jeu d'élimination, même si bon, dans son All-Star il s'est quand même un petit peu amélioré, mais honnêtement il est très sympathique et tout, hein, très fort dans les épreuves, mais la stratégie c'est clairement pas son truc. Et du coup, s'il avait voté à côté, du coup, ça aurait fait égalité, revote, et là, clairement, Pauline était sauvegardée. Et c'est vrai que le fait de menacer Jean-Charles n'était clairement pas une très très bonne idée, parce qu'ils vont le menacer, on va lui dire, ils vont le menacer gentiment, ils vont lui faire comprendre que, en gros, si t'aides pas les verts, et que Pauline est éliminée, le bracelet il est pour toi, quoi. Donc c'est un peu con. Et c'est vrai que Jean-Charles va pas trop apprécier la blague, mais en même temps, celui qui a le bracelet, c'est la personne la plus en danger, donc il a pas non plus envie d'avoir le bracelet. Et du coup, ce qui va être, alors je dis drôle de manière ironique, c'est que Jean-Charles, qui est au milieu de toutes les stratégies, parce que comme je disais, si on enlève Jean-Charles, on fait une égalité au niveau des voix vu comment c'est parti, donc que tu le rajoutes. S'il vote avec les verts, il élimine un bleu, s'il vote avec les bleus, il élimine un vert. Et du coup, ce qui est un peu con, c'est qu'il va se couper en faisant je ne sais pas quoi, il va ripper son pouce sur du bambou, il va s'ouvrir le pouce, et du coup, il va devoir partir chez le médecin. Et du coup, là, les gens, ils sont pas bien, ils savent plus comment on va gérer la stratégie et tout, donc il y en a plein qui vont chercher des colis d'immunité, machin, le truc qui me saoule un petit peu, je vous avoue.
Mais bon, c'est comme ça, hein. Les gens ils savent plus vraiment faire de stratégie aujourd'hui. C'est je suis en danger, je vais chercher un collier, voilà. C'est un truc qui m'énerve un peu, mais bon, voilà. Du coup, chez les jaunes, j'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on peut encore en être là aujourd'hui, parce que c'est tellement cramé que le collier il n'existe pas. Mais chez les jaunes, les ex-violets sont encore en train de se demander, et même toute la tribu quasiment se demande est-ce que le collier de Seta est vrai ou pas. Parce que Stéphanie a été racontée à tout le monde que Seta avait un collier, machin. Je comprends pas qu'on puisse encore en être là à l'épisode 3, ça fait presque 9 jours qu'ils sont là-bas. Comment est-ce que les gens peuvent encore y croire à ce faux collier, vraiment? Bordel, au bout d'un moment, si le collier existait, Céline elle l'aurait joué. Elle savait très bien qu'elle était en danger au premier épisode, elle avait aucun intérêt à pas le jouer si elle avait vraiment un collier, quoi. Comment les gens peuvent encore se dire bah tiens, le collier il existe encore? Vraiment, je comprends pas comment ça fonctionne dans leur tête. C'est complètement con. Enfin voilà, je veux pas être méchant avec eux, mais c'est le cas, quoi. Je veux dire, quand t'es en danger, que t'as un collier d'immunité, tu le joues. Tu te dis pas, oh bah non, finalement, je suis la personne sur qui tout le monde veut voter, mais je vais pas le jouer parce que peut-être qu'une bonne étoile fait qu'ils vont voter quelqu'un d'autre. Bah non. Non, si Céline avait vraiment eu le collier au premier épisode, elle l'aurait joué. C'est clairement ce qu'il fallait faire, c'est clairement ce qu'elle aurait fait parce qu'elle est pas idiote. Et voilà, et je n'arrive toujours pas à comprendre que depuis le début, les autres ils pensent que Seta a le collier d'immunité, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'en plus, elle-même était également en danger au premier épisode, donc même si Céline n'avait pas joué, elle aurait pu le jouer parce qu'elle savait qu'elle était également en danger, donc ça n'a aucun sens que les gens se demandent encore si le collier existe, quoi. Ça n'a aucun sens, et vraiment à chaque fois qu'ils en parlent là comme ça, je suis désespéré. Voilà, et en plus Seta elle continue de rentrer dedans et tout, mais le jour où elle va l'annoncer qu'il n'y a pas de collier, elle va se faire démonter, donc j'espère qu'elle va en trouver un, parce qu'elle va prendre cher, hein. Si du jour au lendemain elle avoue que finalement le collier n'existe pas, elle va se faire exploser. Donc vraiment je lui souhaite d'en trouver un et puis de faire genre voilà le collier, voilà je l'ai là depuis le début alors qu'il vient juste de le trouver. J'espère vraiment pour elle parce que sinon sa tribu risque de très vite la démonter et l'éliminer assez rapidement. Bref, on retourne chez les rouges. François trouve un collier d'immunité. Bon, il n'est pas en danger, mais il en trouve un. Mais il dit, je vais peut-être quand même le jouer au cas où, voilà. Parce qu'il remarque que Samira et Géraldine essayent de rallier Pauline à eux. Donc il se dit, ça sent pas bon. Si Pauline elle craque, c'est pas bon pour ma tronche. Parce qu'effectivement, il est en ligne de mire de Samira. Mais finalement ça n'ira pas beaucoup plus loin, il va réussir à garder son équipe. Voilà. Parce que notamment Samira, elle veut éliminer un garçon. Voilà, elle veut éliminer un garçon. Alors, je vois pas trop au niveau des stratégies, c'est quoi le délire de... Parce que, en fait, dans leur conversation... je pense que les ex-verts veulent sûrement éliminer Géraldine ou Samira. Et du coup, ils sont là, mais pourquoi on n'éliminerait pas un garçon? Après, je peux le comprendre. Après, pour moi, Koh-Lanta, c'est pas un jeu qui se réfléchit en termes de sexe. Pour moi, c'est un jeu qui se réfléchit en termes de stratégie. En termes de voilà, si tu as des gens qui sont suffisamment forts, suffisamment bons pour garder le camp bon au niveau de la nourriture, de la sauvegarde du feu, de la pêche, tous ces trucs-là, que tu as des gens qui te ramènent de la bonne humeur et tout, pour moi c'est vraiment une bonne équipe, il faut avoir tout ça. Et c'est vrai que c'est assez malheureux de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent au jeu en termes de sexe. Ce qui est très très chiant, c'est un truc qui me saoule un peu quand les gens ils réfléchissent en termes de sexe. Ceux qui réfléchissent également en termes de oui, il n'y a que le sport qui compte, ou il y en a qui sont là en mode oui, il n'y a que le camp qui compte.
Non, c'est un truc global, koh, on peut pas que mettre en avant le sport ou qu'en avant la survie, comme on ne peut pas mettre en avant le fait d'être un homme ou une femme, c'est complètement stupide quoi. D'un moment, tout le monde vous êtes là, vous vivez l'aventure en même temps, au même moment, vous êtes tous au même niveau, que ce soit un homme ou une femme, sinon vous n'êtes peut-être pas les mêmes forces et faiblesses, en attendant vous vivez exactement la même chose, donc d'un moment, je trouve ça un peu chiant, ces guerres de sexe là, qu'il peut y avoir dans koh. Bon. Là, ce sera pas forcément ce que Samira, c'était une idée qu'elle avait, qu'elle va pas mener jusqu'au bout. Mais j'avoue que c'est toujours un peu chiant quand ça part comme ça. Bon, là, je parle du cas Samira qui avait donné l'exemple sur un garçon, mais j'aurais dit que ce soit la même chose si ça avait été un gars qui était en mode oh, faut absolument éliminer une fille, ça n'aurait aucun sens. En sachant que, comme on l'a vu là au début de l'épisode, les filles ont été clairement plus fortes que les garçons, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, ouais, non, elle va proposer ça à Pauline, et Pauline, de toute façon, elle va dire moi, je reste avec les ex-verts pour me protéger parce que j'ai un peu peur pour ma place, patati patata. Du coup, on arrive au conseil, et le conseil va se passer assez. C'est pas non plus hyper tendu, mais on sent que voilà, c'est pas non plus la plus grosse entente. Et en fait, c'est peut-être même un problème, comme je disais au niveau au début de la vidéo, c'est que même les roues, oh putain, les rouges ils le disent, on n'a pas eu le temps genre d'avoir de la cohésion, de parler, même après la défaite machin, c'est tout de suite où on est parti dans son coin, dans les stratégies, d'en faire le feu, chercher les colliers, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être le gros problème de cette saison, c'est que les gens ne sont pas non plus très proches, on les voit pas beaucoup avoir de l'affinité, faire des choses ensemble ou quoi que ce soit. Alors autre que de la survie, c'est bien de voir un peu de la survie, mais voilà, on voit pas plus les liens qui lient les aventuriers aux autres, quoi. Par exemple, comme on nous dit, Jean-Charles et Ambre, ils ne disent pas qu'ils sont proches, mais Jean-Charles est en mode oui, moi je fais confiance à Ambre parce qu'on a passé des moments ensemble chez les Violets, machin. J'ai aucun souvenir d'avoir vu Ambre et Jean-Charles se parler chez les Violets, quoi. Je veux dire, en fonction de ce qu'on nous montre et de ce qu'on nous dit, c'est toujours plus ou moins différent, parce que koh on peut pas tout nous montrer non plus. Mais là tu dis ok, c'est quand je sais plus, c'est au niveau de qui, je crois que c'est au niveau de Loïc et Sam, ou quand on nous avait dit ouais on est amis machin, tu dis mais attends, mais on nous a jamais montré un rapprochement à l'écran, ou je sais pas, d'un coup du jour au lendemain ils sont amis, ok. Ok, à quel moment on vous a jamais vu vous parler des fois le montage est pas très très bien foutu, hein, voilà. Mais on sent que c'est un peu tendu. Samira va oser parler, remettre en cause de certaines choses et tout ça, notamment parler de la situation de Pauline qui se sent pas à l'aise dans l'équipe et tout ça. Et du coup, le résultat du vote, ça fait 6 voix contre Samira, 5 voix contre Pauline, donc Jean-Charles a bien voté avec les Verts. Du coup, Pauline est un peu, pas Pauline, Samira est un peu dégoûtée. Du coup, elle va demander qui est à l'origine de son élimination, machin. Bon, on se doute bien que les ex-verts sont dedans. Mais à mon avis, elle devait se demander s'il n'y avait pas un bleu qui avait tourné sa veste ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est Jean-Charles qui va dire voilà, moi je suis dans une situation inconfortable, d'un côté entre les ex-verts et les ex-bleus, là, je suis un peu le cul entre deux chaises. Et il va dire voilà, il a fait le choix de voter contre elle et tout. Et il y a Pauline qui va rajouter après, donc il y a Samira qui dit un truc autour de Pauline et tout, qui était là en mode oui, je voulais t'aider à t'affirmer, machin. Sauf que Pauline va lui avouer qu'en fait elle a totalement, pas totalement bluffé tout ce qu'elle disait. Effectivement, elle se sent énormément en danger à cause du bracelet, ça c'est vrai. C'est vrai qu'elle se sent en danger à cause du bracelet. Je pense que n'importe qui a le bracelet noir se sent en danger. Sauf qu'elle a bluffé sur pas mal de choses, comme elle dit, elle a exagéré certaines choses qu'elle a dites afin que Samira la sente vraiment vulnérable et elle consolider sa place chez les Verts. Et du coup, ce qui va mener Samira à sa perte, parce que Samira est rentrée dans le jeu de Pauline, et du coup, à aucun moment ne s'est douté que Pauline était
qui était stratège et était en train de la mener totalement en bateau. Donc voilà. Et du coup, je trouve que c'était plutôt bien joué de la part de Pauline, parce que avec son action là, la façon dont elle répond à Samira en mode est-ce que c'est vrai ou pas, parce que nous on n'a pas non plus énormément de conversations, mais est-ce que c'est vrai ou pas qu'elle a exagéré les trucs et tout ça, pour sûrement peut-être avoir des infos sur ce que voulait faire Samira et tout. Mais en tout cas, si c'est le cas, Pauline a très très bien joué son coup. En plus, elle a son bracelet, mais du coup, avec ce qu'elle a fait, elle consolide très très bien sa place chez les Verts, enfin avec les ex-Verts. Et du coup, je pense que c'est plutôt bien joué de sa part, si c'est vraiment le cas. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc c'était l'épisode 3 de Koh-Lanta, le Totem Body. C'était, comme je disais, c'était sympa. Mais je suis toujours frustré de n'avoir aucun favori, aucune attache envers des aventuriers. C'est juste voilà, des gens que je regarde, que j'apprécie, et puis voilà, sans avoir vraiment de favoris. C'est un peu dommage, quoi. À côté on a Pékin Express où vraiment tous les binômes ressortent bien, sont extraordinaires, et voilà. Bon, mon binôme préféré est un peu dans la galère, enfin va être dans la galère cette semaine, mais bon. Et au moins ça va rendre l'épisode hyper stressant, et je sens que vendredi quand je vais rattraper l'épisode de Pékin Express, je sens que je vais pas être bien. Je sens que je vais être en stress pendant tout l'épisode. Mais voilà, c'est comme ça, et au moins ça va faire du bien d'avoir au moins un des deux programmes où je suis vraiment à fond dedans. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'aime moins Koh-Lanta, hein. J'aime toujours plus Koh-Lanta que Pékin Express, mais c'est juste que là, cette année, je trouve que, enfin, comme là on a les deux saisons en même temps, du coup on peut facilement les comparer, puisqu'on voit les deux dans la même semaine, je trouve que Pékin Express est beaucoup mieux foutu que cette saison de Koh-Lanta, alors que pourtant les trucs du totem maudit et tout, moi j'adore, je trouve ça plutôt bien fait, mais voilà, c'est vraiment un problème de montage pour moi qui me dérange, où on ne met pas assez les aventuriers en avant. Pour moi c'était pas très très grave que certains aventuriers on les voyait plus que d'autres, parce que du coup ça permettait de plus vite s'attacher à certains aventuriers, et puis après une fois qu'ils étaient éliminés entre guillemets, ou que d'autres faisaient éliminer, les autres ils arrivaient, tu les découvrais, et puis voilà, que là voilà, aucune attache. Voilà, terminé là-dessus. Donc vous dites-moi dans cette vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode 3 de Koh-Lanta, le totem maudit. Alors je sais qu'il ne fait pas forcément l'unanimité, je sais que beaucoup de gens ont aimé, mais je sais que certains n'ont pas trop aimé. J'ai vu le cas de Maxime qui a fait un post sur YouTube, peut-être hier soir ou ce matin, enfin moi en tout cas je l'ai vu ce matin, où j'ai laissé un message, je sais pas s'il l'a vu, mais c'est vrai que il disait qu'il n'avait pas trop aimé l'épisode, machin et tout ça, donc à voir sa review qui sortira sûrement aujourd'hui aussi ou demain, parce qu'en général il sort également ses reviews le mercredi, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai hâte de savoir ce que lui n'a pas aimé dans cet épisode, parce que moi je l'ai trouvé plutôt bon. Et après j'avoue que moi le fait d'avoir vu en version sans pub, voilà, vous saurez du coup comment j'ai vu, comme c'était en rattrapage, mais du coup moi j'ai pas eu de pub, donc c'est vrai que c'était très très fluide et tout ça, donc ça a peut-être aussi aidé à mieux apprécier le contenu. Mais voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Rattrapage de Pékin Express, que je ne vais pas le regarder jeudi soir, je vais rattraper Pékin Express vendredi. Mais comme là, vendredi, je reste là, donc je vous mettrai peut-être la vidéo, la review de Pékin Express vendredi soir ou samedi après-midi. Voilà, je sais pas encore parce que j'aime pas trop sortir les vidéos le soir. Je préfère les sortir en journée, mais du coup voilà, la vidéo ne sortira pas hyper en retard, sortira sûrement le lendemain, ou le lendemain ou après-demain, vous verrez. Du coup voilà, pour ceux qui aiment bien Pékin Express, vous pouvez aller les regarder, puis sinon on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de ce Koh-Lanta, où apparemment ça va être très tendu chez les jaunes, et j'ai hâte de voir ça parce qu'il y a du sacré caractère chez les jaunes. Donc j'ai hâte de voir pourquoi ils vont se crêper le chignon.
Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Je suis désolé pour l'intro qui a été un petit peu longue, mais ça me tenait vraiment à cœur de parler de ce problème que j'ai avec mon visionnage de Koh-Lanta. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Et j'espère que au moins la semaine prochaine, j'aurai enfin trouvé un petit favori. Allez, ciao!